sujets au menu de ce numéro de Grande Tribune. D'abord, les sanctions de la communauté internationale sur le Rwanda. On va chercher à comprendre ou à savoir quelle peut être l'incidence sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis deuxièmement, on va revenir sur les accusations dures et difficiles du président honoraire Joseph Kabila contre son homologue, plutôt contre son successeur Félix Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Grande Tribune. Là, nous sommes le mercredi 26 février 2025. Autour de moi, deux invités qui sont avec moi ici sur ce plateau, que je reçois pour une seconde fois parce qu'on a eu déjà dans le passé une émission que vous avez beaucoup appréciée. Vous avez demandé qu'on puisse à nouveau appeler cette crème intellectuelle pour venir vous donner ces analyses. Et cette émission donc là pour vous. Je commence par Maître Richard Bondo. Maître Richard Bondo, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il est également avocat après la Cour pénale internationale, analyste des questions d'actualité, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Maître Bondo, bonjour. Merci beaucoup de prendre part à cette émission. Et bonjour Dan, bonjour mon estimé confrère avec qui je vais débattre de la patrie. Et je salue en même temps vos téléspectateurs et me sens très affligé des tueries qui s'enchaînent dans le sud et le nord Kivu. Parce que ceux qui meurent, c'est des Congolais massacrés par une meute de mercenaires et des terroristes rwandais. Mais nous allons parler de la patrie pour que plus jamais ça dans ce pays. Plus jamais ça dans ce pays, notre pays, la République démocratique du Congo. Plus jamais la mort, plus jamais les tueries, plus jamais les prises d'armes. Maître Armand Lokeka, avocat également au barreau de Kinshasa-Gombe, chercheur en droit constitutionnel, enseignant. Maître Armand Lokeka, bonjour et bienvenue également dans Grande Tribune. Merci beaucoup d'avoir aussi pensé à moi, que je rencontre encore une fois mon aîné, estimé confrère Bondo. Je suis content que vous ayez pensé à moi, parce que toujours dans ce choc, nous apprenons et on continue toujours à apprendre. C'est de quoi on ne peut pas refuser vos invitations quand il s'agit d'un débat ou d'un échange sur la situation du pays, plus surtout de l'actualité et qui dérange tout Congolais réel. La situation de l'Est, c'est une situation qui n'arrange aucunement pas si l'on est réellement censé d'être humain. Merci bien à mes deux invités. Alors, messieurs, dames, voici quelques questions d'actualité qu'on a pu retenir pour vous rapidement avant que nous puissions donner la parole aux invités pour analyser ces deux thématiques proposées. On va d'abord dire que l'Union européenne a suspendu les consultations militaires avec le Rwanda et lui demande de retirer ses troupes de la RDC. L'accord minier entre Bruxelles et Kigali sera réexaminé selon Kara Karaj, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité, et également vice-présidente de la Commission européenne. Autre sanction, le Royaume-Uni a annoncé mardi la suspension de la majorité de ses aides financières au Rwanda afin de protester contre le soutien des troupes rwandaises à l'avancée du mouvement du 23 mars en République démocratique du Congo, sanctions qui interviennent au moment où le procureur de la CPI est arrivé en RDC pour enquêter sur ces questions de violation des droits de l'homme en cette période. À part cela, les États-Unis d'Amérique avaient également sanctionné deux individus et deux entités liées à la violence et aux atteintes aux droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette action inclut le ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, M. James Kaba Rebe, ainsi que
M. Laurence Kanyuka, Kingston, porte-parole du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo, ainsi que deux des entreprises qu'il contrôle, Kingston Fresh et Kingston Holding. La mesure prise aujourd'hui montre à quel point il est nécessaire que le Rwanda revienne à la table des négociations dans le cadre du processus de Luanda dirigé par l'Angola afin de parvenir à une résolution du conflit dans l'est du pays de la RDC. Nous accueillons favorablement les sanctions américaines contre le général Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale, et contre le porte-parole du mouvement terroriste M23. Ceci marque le début d'une série de sanctions que nous voulons plus robustes de la part du Conseil de sécurité de l'Union européenne et d'autres partenaires afin de contraindre le Rwanda à retirer ses troupes et à cesser ses activités criminelles sous notre sol, avait déclaré Patrick Mouyaya. En réaction, le Rwanda, le ministère des Affaires étrangères rwandais également réagit. Il dit ce qui suit, je cite: les mesures punitives annoncées aujourd'hui par le gouvernement britannique en réponse au conflit dans l'est de la RDC où le Royaume-Uni a désormais clairement choisi son camp sont regrettables et déraisonnables d'attendre du Rwanda qu'il compromette sa sécurité nationale et la sécurité des Rwandais. Ces mesures n'aident en rien la RDC, ni ne contribue à trouver une solution politique durable au conflit dans l'est de la RDC. Prenons cette information, bref, par le PPRD pour finir peut-être. Au lendemain de la sortie médiatique de Joseph Kabila, ancien président de la République, le PPRD a installé son nouveau directoire du parti. Au cours de cette activité, on pouvait entendre des phrases telles que: le chef a dit il faut être prêt à tout. Quand le chef dit qu'il faut être prêt à tout, un PPRD pur sang comprend. Quand le chef dit fini le moment de silence, des actions clandestines, maintenant c'est le moment des actions ouvertes. Je m'assume, ça dit tout, a déclaré Aubin Minakou. Ou encore, vous ne savez pas ce que le chef fait chaque jour pour que l'on revienne au pouvoir, a pour sa part déclaré Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, reconduit dans ses fonctions. Mesdames et messieurs, deux sujets d'actualité. D'abord, les sanctions des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne contre le Rwanda. Est-ce que cela est une solution au problème d'insécurité que vit le Congo depuis plus de 30 ans? On va deuxièmement aborder, comme je l'ai dit, la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila. Alors, je commence à mettre Maître Richard Bondo. Comment vous avez accueilli toutes ces sanctions pour vous contre la République du Rwanda? Merci Dan de la question. Ces sanctions sont le reflet de la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi. Qui a utilisé sa propre personne et une femme à sa place. Je cite Madame Thérèse Kaikwamba. Wagner. La diplomatie congolaise, non, mieux, la voix du Congolais a été entendue. Et le résultat, ce sont ces sanctions. Mais est-ce qu'il faut nous arrêter à ces sanctions sur papier? Non. Il faut que sur terrain, ces sanctions soient robustes. C'est-à-dire? Que l'effectivité de ces sanctions se fasse sentir sur terrain.
Comment? Dès lors que ces sanctions nous sont favorables, nous, peuples, nous avons un devoir d'accompagner le président de la République et Thérèse Kayikwamba pour que nous puissions intensifier des pressions sur les décideurs comme les États-Unis d'Amérique, comme l'Union européenne. Au fait, ne soyons plus spectateurs. Il faut que les intellectuels, que les intelligences congolaises soient agissantes pour concourir à cette victoire qui semble poindre au bout du tunnel. C'est une victoire. C'est une victoire diplomatique. C'est une victoire diplomatique. Mais sur le terrain, c'est le statu quo, maître Bono. Non, on se pose la sur question le terrain, où on attend ce que j'appelle la mobilisation du peuple pour soutenir, c'est-à-dire la communauté internationale, ces puissances qui considèrent aujourd'hui comme pestiféré Kagame, comme un rebut de l'humanité, que ces puissances sentent que nous-mêmes, peuples, nous sommes porteurs de ces résolutions. Nous sommes porteurs de ces mesures drastiques prises contre le régime fasciste, le régime hitlérien de Kagame. Oui, ça c'est... Mais quelle est la part de ces sanctions dans la recherche ou dans la paix? En quoi ces sanctions permettent à ce que la situation redevienne normale? Ces sanctions redeviennent normales parce que Kagame sevrait de tous les moyens de survie pour le Rwanda. Les moyens qu'il obtenait de la rapine qu'il perpétrait sur notre territoire, de la complicité de l'Union européenne et des multinationales, de l'OCDE, parce que c'est à moindre coût que ces gens trouvaient des minéraux congolais et au prix du sang des Congolais. Mais maintenant qu'ils se rendent compte que Félix Tshisekedi leur a fait voir aujourd'hui qu'en achetant le minerai du sang, Kagame perpètre non seulement l'agression contre la RDC, mais viole, tue, massacre des Congolais et des crimes abominables. Comme avant de venir sur ce plateau, j'apprenais que pas plus tard que hier, ils ont massacré près de 200 Congolais à Goma. Tout ça parce que Kagame a compris aujourd'hui qu'on lui a ôté le prétexte et que la crise économique s'installe peu à peu au Rwanda. Et parce qu'il n'a plus de moyens, quelle est la réaction? C'est une réaction que nous appelons abirato, c'est-à-dire une réaction de dire je n'ai plus rien à perdre, moi je massacre.
mais il sera, c'est un prévenu, en sursis. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo. Vous avez commenté donc des sanctions des puissances occidentales sur le régime de M. Kagame. Alors, Maître Armand Lokeka, vous avez également la parole. Est-ce que ces sanctions peuvent ramener la paix qu'on attend au pays? Oui, certainement, les sanctions sont bonnes, mais les sanctions internationales ont un caractère préventif et sont souvent proportionnées. Pour autant que le concept même, le retrait immédiat, ne s'attend pas de la même manière que nous, le commun des mortels, sur le plan de la diplomatie et sur le plan de la sécurité. Parce qu'il y a toujours un accompagnement qui peut prendre du temps. Entre-temps, les Congolais ont besoin de la paix maintenant, ou jamais. Il est certes quelque chose d'utile de bénéficier d'une décision, en déplaise, comme le dit Maître Bondo, c'est un résultat de la diplomatie du chef de l'État. Peut-être ça peut ne pas être le résultat de la diplomatie du chef de l'État, mais c'est une diplomatie au bénéfice, comme si l'on donnait un pain à un orphelin. Parce que l'on ne veut pas qu'il meure. Secouons, apportons un secours à cet orphelin qui est en danger. Puisque nous avons vu le Conseil de sécurité être convoqué par la RDC. Si cela était réellement le fruit d'un effort personnel du pays, on aurait dû bénéficier déjà de l'accord et de principe au travers tous les sommets que nous avons convoqués, au travers la ministre des Affaires étrangères. Vous avez été avec nous à l'audition de toutes les interventions et tout ce qui avait été dit. En d'autres termes, rien n'a été dit de conséquent comme maintenant. Nous n'avons pas eu, à un seul instant, convoqué le sommet de l'Union européenne pour que l'on nous apporte un appui. Mais nous avons été tous sensibles au comportement de ce terroriste aujourd'hui qui envahit l'Est de la RDC. Des vidéos qui circulent sur le carnage, les tueries qu'ils sont en train d'opérer à l'Est du pays. Le cri d'alarme des organismes internationaux et de tout ce que nous sommes en train de vivre à l'Est du pays ne peut laisser indifférent un seul responsable humain. Nous sommes dans cette situation, puisque les efforts de la RDC ont été consentis et vus, vécus avec son gouvernement dans tous les niveaux. Mais quels sont les moyens de coercition pour le respect? Parce qu'on a demandé au Rwanda d'abord de cesser les feux et ensuite de retirer ces hommes des territoires occupés. Quels sont les moyens aujourd'hui que les États-Unis, l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont pour imposer au Rwanda d'appliquer ces mesures-là? Les sanctions ont la première manche de coercition de caractère punitif, c'est sur le plan économique et financier. Ça, c'est d'abord un. C'est sur le plan économique et financier. Un État peut boycotter une sanction en se disant, voilà, moi j'ai un couloir de sortie, ça ne me concerne pas. Parce qu'aujourd'hui, quand nous mettons les États-Unis n'ont pas sanctionné le gouvernement rwandais. Non. Les États-Unis, voilà, a sanctionné les individus. Vous comprenez? À ce moment-là, le gouvernement ne se voit pas visé. Ce sont des individus, comme nous avons eu le cas ici en RDC, où certains individus ont été visés en dehors du gouvernement. Le cas de l'Union européenne et du Royaume-Uni, qui demande au Rwanda et qui suspend les aides, c'est ça la coercition de ces sanctions. Mais il peut s'en passer. C'est-à-dire que les seuls moyens de contraindre le Rwanda à respecter ses engagements ou ses mesures, c'est les moyens économiques. Économique et financière. Mais il arrive que le Conseil de sécurité trouve le moyen de
apporter un soutien armé, maintenant décider sur le plan d'armement, pour dire, voilà, comme vous ne voulez pas, le Conseil de sécurité convoqué pour décider que non, nous devons vous faire sortir par force, cette fois-là, il y a une force d'interposition qui arrive, ça devient maintenant de l'armée. Et cette armée, ça sera une force d'interposition pour sortir le Rwanda du territoire de pays membres. À quel moment, qui doit être protégé. nations... Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, puisqu'on est dans une période d'observation. Vous avez rendu public votre sanction internationale, qui du reste, on est dans l'observance. Qu'est-ce qui va se faire? Le Rwanda réagit, mais malgré qu'il réagit, c'est moins impactant chez ceux qui ont décidé sa réaction. Et l'observe toujours. Mais entre-temps, ils suspendent. On l'observe. Ça peut prendre combien de temps? C'est pourquoi j'ai dit les sanctions sont bien, mais les Congolais ont besoin de la paix maintenant. Mais pour que les États-Unis ou l'Union européenne sanctionnent davantage, c'est de voir le Rwanda et leurs supplétifs. Par exemple, continuer d'avancer, prendre Ouvira, continuer d'avancer, tuant les Congolais. Quand ils verront ça, ils vont maintenant sanctionner davantage pour empêcher que les massacres continuent. Non, les États-Unis, je ne parle pas des États-Unis, je parle du Conseil de sécurité, normalement, parce que c'est l'organe censé en sanctionner. Vous comprenez? Tous ceux qui sont, on appelle ça des sanctions unilatérales. C'est-à-dire qu'un État peut prononcer une sanction envers un autre État. C'est unilatéral. Mais multilatéral, ce sont des sanctions qui viennent des organes bien connus des Nations Unies, dont le Conseil de sécurité, et parfois aussi, quand on parle de l'Union européenne, ça devient aussi multilatéral, puisque c'est une association de pays qui décide. Mais pour le cas de pays isolés, nous disons qu'on observe d'abord l'exécution de leurs propos et ils n'agissent pas de façon précipitée. D'accord. Et c'est à ce moment-là que moi je dis, ces sanctions sont certes bienvenues, mais à quand la paix pour l'Est de la RDC? Ça reste un sujet. Les sanctions, certes, pour le Rwanda, à quand la paix pour chez nous? D'accord. Maître Richard Bondo, si on prend la résolution du Conseil de sécurité qui impose au Rwanda de se retirer, il y a un aspect où on parle des FDLR. On demande au gouvernement congolais d'arrêter de discuter avec les FDLR, de les neutraliser. Est-ce qu'on doit prendre en compte cette... Non, cette clause-là, c'est ce qu'on appelle du diplomatiquement correct. C'est-à-dire, comme le Rwanda use de ce prétexte-là, insérons simplement dans le texte, parce que lui, le Rwanda est sur le terrain. Depuis qu'il massacre, qu'il a occupé Goma, qu'il a occupé Bukavu, est-ce que le Rwanda a présenté à la face du monde un seul FDLR? Mais couchons-le dans la résolution pour lui enlever le prétexte. Et le Rwanda qui occupe, parce que ça ne sert à rien d'attendre que les FDLR qui menacent le Rwanda soient introuvables dans le voisinage immédiat du Rwanda pour dire je puis continuer, progresser à l'intérieur de la RDC, là nous ramasserons 1 ou 2 ou 3 FDLR. Et les gens disent, bon, pour prendre Kagame au mot, mentionnons cette clause que la RDC s'engage, où la RDC a le devoir de neutraliser les FDLR. Mais comment ça va? C'est du diplomatiquement correct parce qu'il faut enlever tout prétexte au Rwanda. Oui, maître, mais comment on va s'en sortir? Parce que le Rwanda, ça fait plusieurs années que le Rwanda s'accroche à ce prétexte-là. Voilà. Non, la résolution 2773, que moi j'appelle une résolution caviar, une résolution Kaikwamba, parce que c'est elle qui nous arrache cette résolution, à l'unanimité du Conseil. Et le Conseil, c'est l'organe des Nations Unies capable d'appliquer le chapitre 7 pour imposer la paix dans la région des Grands Lacs. Je crois que Kagame, si il ne fait pas très attention, il risque d'être délogé parce que l'application du chapitre 7
dans l'histoire un peu récente, nous l'avons connu avec la tempête du désert dans les années 90. Mais au Congo, la tempête du désert, quand l'Irak envahit le Koweït. Et la communauté internationale s'est levée pour chasser du Koweït l'Irak. Mais à quel moment le Conseil de sécurité peut... Mais ils l'ont promis agir dans la résolution. Oui, mais quelles sont il les y a, conditions? je crois, le représentant des États-Unis qui a dit, si vous ne vous pliez pas à cette résolution, nous prendrons des mesures robustes. Et c'est-à-dire, c'est l'application de l'article du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui vient imposer la paix, parce que le premier devoir de la communauté, de l'ONU, c'est la paix internationale. Vous pensez que ces menaces contre le Rwanda peuvent le dissuader? Oui, mais c'est... Bon, la résolution ayant un caractère coercitif, elle est dissuasive. Et le Rwanda peut dire, bon, comme on me lâche de partout, la Grande-Bretagne me lâche, je suis sevré de l'assistance de la Grande-Bretagne, je suis sevré de l'assistance de l'Union européenne, les États-Unis menacent, non, ont carrément bloqué les comptes de Kaberebe, mais qui sont ces comptes à travers lesquels dans lesquels tombaient les recettes issues de la rapine perpétrée sur le territoire congolais, sur les minerais congolais. Mais le Rwanda est en train de piller, de voler des matières stratégiques dans l'est de la République démocratique du Congo. On parle de la mine de Rubaya dans les Massissi, le coltan, tout ça, Maître Bondo. Mais le Rwanda se fait déjà beaucoup d'argent grâce à cette rapine. Est-ce que les sanctions économiques peuvent nécessairement dissuader Kagame? Non, parce qu'il a ce couloir-là qui lui permet de faire vivre son économie. Vous savez, même Elon Musk, le multimilliardaire, le premier milliardaire, chaque jour ici, même à cet instant, dans son blog, il fait des schémas comment avoir plus d'argent. Il faut toujours que l'argent, les recettes tombent. Or, Kagame, ses sources tarissent grâce aux décisions ou aux mesures prises par l'Union européenne et par la résolution 2773. Ce qui veut dire que, à un moment donné, parce que le Rwanda ne gardait pas dans ses tiroirs ou bien dans sa banque cet argent devait intervenir pour les projets de développement du Rwanda. Mais maintenant que la source tarit, comment le Rwanda va-t-il survivre? C'est un État pauvre qui n'a pas de ressources. Mais c'est un État mendiant qui vit de l'aumône de l'Union européenne, des multinationales et de l'Occident, bref, de l'OCDE. Parmi les premiers exploitateurs du coltan à travers le monde. Oui, mais il vit de l'aumône. Parce que lui-même, Kagame l'avait dit. Bien sûr, nous nous servons de transit. Les débouchés sont ailleurs. C'est-à-dire on payait, il y a un péage qu'il percevait, mais ce péage tarit. Merci bien, Maître Richard Bondo. En quelques mots, Maître Armand Lokika, il faut qu'on prenne le communiqué ou le message de l'ancien président. Et si je puis terminer avant que le confrère n'intervienne, c'est que lorsque ce péage tarit, Kagame aura des difficultés de survie pour sa population. Et admettons que la population soit mécontente aujourd'hui et que la rébellion germe, Kagame tombe. Sans que nous, on soit entrés sur le territoire rwandais. Donc, nous pouvons, grâce à cette résolution et ces mesures de l'Union européenne, et surtout par
les stratèges congolais de haut profil, je dis bien de haut profil, parce qu'il ne faut pas prendre des stratèges néophytes qui s'autoproclament « Oh, je suis stratège ». Non. Nous en connaissons. Dans ce pays, il y en a qui n'attendent que la main du président de la République. Merci bien, Maître Richard Bondo. L'entourage du président de la République est très critiqué. Voilà, il y a une émission à ce sujet. On va vous la balancer tout à l'heure. Alors, il faut comprendre la deuxième thématique. Le message d'un ancien président de la République. Mais avant de finir, comment on peut évaluer, à combien on peut évaluer le manque à gagner pour le gouvernement congolais, dû au fait qu'il y a des territoires qui sont entre les mains d'un État étranger? À combien on peut évaluer en termes de chiffres? Ça peut coûter combien par jour au gouvernement congolais de pertes? Non, je ne voudrais pas qu'on évalue en termes de chiffres. On n'évalue pas une circonstance exceptionnelle comme la guerre, l'agression en termes de chiffres. Évaluons en termes de perte de vies humaines, de la souffrance que traverse ce peuple, et laquelle souffrance est dans l'obligation du pouvoir de souvenir aux besoins de son peuple. Le président de la République qui a prêté serment qu'il est le père de la nation, il a l'obligation de sécuriser l'intégrité territoriale, il a l'obligation de savoir au quotidien la vie de son peuple. Aujourd'hui est dans l'incapacité de savoir comment évaluer la vie de son peuple qu'il doit diriger. Comment aujourd'hui sécuriser et avoir le contrôle de tous les territoires. L'évaluation est en fait au niveau de l'existence, au niveau de la subsistance de l'État. L'État s'est fait sentir à moitié. L'État est presque absent, à tel point que le symbole qui peuvent faire que l'État puisse agir à l'Est n'existe plus. Entre autres, l'administration de l'État congolais n'existe plus. C'est une administration de la rébellion ou de l'agresseur. C'est une administration de terroristes. C'est une administration qui n'a même pas de rapport à donner. Deux, l'armée qui gère, nous appelons bien des terroristes. Puisque les indices et le tard qu'ils affichent sur le lieu démontrent à suffisance qu'ils sont terroristes. Donc, automatiquement, devant des cas exceptionnels, on n'évalue pas en termes de faits commerciaux ou de faits monétaires ou financiers. Non, on évalue en termes de l'existence de l'État, la gestion, la valeur de ce que cela donne. La guerre n'est pas un concept de la vie. La guerre, c'est un concept de la mort, de la souffrance et de la destruction. Partout où il y a la guerre, c'est comme ça. Que pensez-vous de ce que dit M. Olivier Kamitatou? Il dit le chaos dans l'Est est le résultat de la gouvernance prédatrice de Félix Tshisekedi. Non, il y a un fait, il fallait limiter la phrase. Parce que si cela était un sujet à donner à un étudiant, ce sujet n'est pas limité. Vous comprenez? Puisque nous sommes tous d'accord, on est intellectuels, on connaît que la guerre de l'Est, ce n'est pas la guerre de ce matin. Ce n'est pas la guerre de ce matin. Et nous n'allons pas aujourd'hui dire, puisque nous voulons le dire, que le chaos là, il est plus que Félix Tshisekedi au pouvoir. Certes, on peut imaginer, en limitant que ce chaos qui est en face a trouvé un mécontentement par son pouvoir et ça s'est réveillé. Là, on comprend. Comme ceux qui ont trouvé le mécontentement avec Mouzé se sont réveillés, ils se sont aussi réveillés. Ceux qui ont trouvé le mécontentement avec Kabila se sont réveillés. Ceux qui ont trouvé le mécontentement auprès de Tshisekedi aussi, ils viennent de se réveiller. Donc cela doit être limité. Et c'est ce qui ferait au moins la consistance ou la valeur de cette citation de M. Olivier Kamitatou. Mais que de prendre toute la charge de l'Est, le confier au président actuel, entre-temps, M. Olivier Kamitatou connaît que lui-même aussi était dans une rébellion avec le MLC. Et qu'est-ce qui les avait amenés dans cette rébellion? C'était le président actuel? Non, ils avaient des revendications à leur temps. Ils étaient contre Mouzé à leur temps. Alors, aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas limiter nos interventions parce que nous devons rester en disant que nous avons des générations futures qui vont nous tenir responsables. Merci bien, M. Armando Kika. Mais pour terminer, disons à titre complémentaire, je voudrais ajouter par rapport à ce qu'a dit mon estimé confrère que
l'évaluation de ce que nous perdons est un peu virtuelle, au simple motif que les statistiques sur les morts, nous ne pouvons pas aujourd'hui y accéder. Seule la MONUSCO qui est sur place, avec les organisations, avec OCHA, l'organisme des Nations Unies chargé de l'assistance humanitaire, peuvent peut-être nous donner ce que nous perdons. Mais les investigations internationales parlent de 800 000 $ par jour. C'est quand même beaucoup. Que le Congo perd sur l'unique mine de Rubaya. Mais maintenant, les circuits parallèles mis en place par les multinationales, par Kagame lui-même, par Museveni, ces circuits-là font échapper au trésor plus d'argent que la mine de Rubaya. C'est des millions de dollars. C'est des millions de dollars. En Suisse, il y a, disons les choses, parce que nous voulons aider le président de la République et même son gouvernement. C'est que les détournements des fonds par ceux qui sont au gouvernement, par ceux qui sont au Sénat et à l'Assemblée nationale, les détournements non suivis de sanctions ont ouvert la porte à ce qu'a dit Kamitatu. Mais Kamitatu lui-même, quand il est allé dans la rébellion là, avec Jean-Pierre Bemba. Oui, lui qui était à Kinshasa. Parce que quand l'AFDEL arrive, Kamitatu était ici. Comment a-t-il rejoint la rébellion? Est-ce de l'orthodoxie managériale pour parler gestion saine de notre pays? Est-ce c'était pour ses intérêts personnels et se tailler ou se faire une place au soleil? Je crois que M. Kamitatu, qui avait déjà tourné les armes contre la République, qui est sacrée, parce que la patrie est sacrée. La patrie est sacrée. Lui qui a déjà pris des armes contre la République, Maître Richard Bondo, est disqualifié totalement. Il n'a pas droit à décider. Non, il n'a pas droit. Parce qu'il n'a aucune leçon à nous donner. D'ailleurs, quand il vient de la rébellion, il atterrit ici. Il trahit Jean-Pierre Bemba. Il traverse et rejoint le camp de Kabila. Disons, c'est lui que nous avons, par naïveté, appelé Joseph Kabila, mais de son vrai nom, Hippolyte Kanambe. Maître Richard Bondo. Non, mais nous avons plusieurs fois été interpellés par les proches du président Kabila pour dire que Maître Bondo s'attaque trop au président Kabila. Non, non, je ne m'attaque pas, je dis la vérité. La vérité est têtue. Et moi, je n'ai pas été éduqué à mentir. Même le confrère me connaît. Dans notre corps, là, je ne suis pas un avocat de complaisance, ni de compromis et de compromission. Voilà. Maître Richard Bondo, partons de votre analyse, maître. Donc aujourd'hui, si nous perdons plus ou moins 800 000 officiellement, officieusement nous perdons des millions. C'est-à-dire que 18 milliards aujourd'hui, ça, de budget annuel, ça reste douteux. On ne sait pas réaliser 18 milliards parce qu'il y a du fait. Bon, il y a un effort de guerre. Il y a l'effort de guerre. Et puis, vous savez que même si nous avons parlé de ces 18 milliards, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Oui, la partie gérée
aujourd'hui par le gouvernement génère des millions qui peuvent être utilisés pour acheter des armes. Mais le problème, c'est que il y a des gens autour du chef qui ont comme mode de gestion les détournements. Et quand ils détournent, il n'y a aucune sanction. Mais ce sont les gens, ce sont les stratèges que vous avez amenés chez le chef. Non. Moi, je n'ai amené aucun stratège. Ce sont des stratèges néophytes qui sont auprès du chef, amenés par son parti. Oui, voilà. Le parti, là, a une direction. La direction a galvaudé l'héritage d'Étienne Tshisekedi, qui a dit le peuple d'abord. Quelle est la conséquence? Mais la direction politique a imaginé un nouveau concept, Tosa Obika. C'est-à-dire celui qui corrompt à la place au soleil. Celui qui est voleur à la place au soleil. Mais les intelligences qui n'ont que la matière grise, comme ils ne savent pas s'incliner devant la médiocrité, ils ne sont pas obéissants de ce qui est considéré comme anti-valeur. Moi, j'avais voulu prendre la parole puisque j'ai oublié cette notion. Mon aîné m'a complété sur la notion de la perte de ce que nous sommes en train de subir à l'Est. C'est quand il a parlé de stratège néophyte, hein, moi, je me disais, j'ai souri en disant, si aujourd'hui, M. Kabila avait de médiocres à ses côtés et que à voir aujourd'hui le président Félix Tshisekedi aussi entouré de médiocres. Quelle serait la conclusion de tout ce que vous aviez porté comme critique négative dans la personne de Kabila? Est-ce que Kabila était parti ou Kabila est resté avec vous? Kabila est déjà parti, il est déboulonné, il est même en exil, mon cher ami. Il est même en exil, Kabila n'est plus. Je prends ceci. Il est déboulonné. Dans la philosophie de la gouvernance, c'est-à-dire que l'individu Kabila en exil, mais la philosophie gouvernementale de Kabila au Congo, entre autres la philosophie médiocre reste. Il est parti, on pensait qu'il va aller avec la médiocrité. Nous la dénonçons. Non, nous pensons que... Nous, les cadres de l'UDPS, nous la dénonçons. C'est pour cette raison que je voudrais vous montrer. Oui. Quand vous dites qu'il y a trahison de l'esprit du père de l'UDPS, il y a aussi continuité de l'esprit de Kabila à côté du président actuel, qui avez raison. Il a entouré aussi de médiocres comme il en avait été dans le cas passé. Ceci peut aussi frustrer qu'il y ait des rebelles. Ceci peut aussi frustrer, puisque vous dites aujourd'hui que non, les avertis ne s'inclinent pas devant la médiocrité. Et quand un averti se trouve asphyxié dans son propre pays, quel est le sort de cet averti? Il n'a pas le droit d'aller prendre les armes contre la patrie. Maître Bondo, vous avez cette latitude et vous avez cette réflexion qui vous met dans le positif. Allons-y dans le cas du négatif. Quel serait le comportement de celui qui est dans le négatif? C'est de chercher à se tirer dans une liberté quelconque. Or, la liberté a un prix. Donc, néanmoins, c'est pourquoi j'ai demandé à M. Olivier Kamitatou de limiter la citation. Puisqu'on ne peut pas responsabiliser Tshisekedi les 30 ans de guerre de l'Est, non. Mais il a une responsabilité, puisqu'il fait la continuité de Kabila dans son entourage, autant que ceux qui étaient médiocres hier continuent aussi avec des médiocres aujourd'hui. Une sélection de stratèges néophytes. J'aime bien répéter le terme. Voilà. Alors, moi, je me dis, ça ne sert à rien que nous puissions nous apporter aux humains. Comme l'on vous a dit, que vous attaquez beaucoup Kabila. Oui, vous attaquez l'humain Kabila. Mais si réellement vous étiez emporté contre la philosophie de la gestion de Kabila, vous auriez dû déjà attaquer celui qui est en place actuellement. Puisque c'est la même chose qui se produit. Au fait, en ce qui me concerne, dans l'OCE, moi, je dénonce. Voilà. J'ai dit qu'autour du chef, il y a des gens qui ont comme idéal un mode de gestion appelé détournement. Ça, je le dis chaque fois. Donc je dénonce. Et il y a beaucoup parmi nous, les cadres de l'UDPS, qui dénoncent ce système. Et ce système a été encouragé, est encouragé par la direction politique du parti qui amène au président de la République des gens qui n'ont jamais été à l'UDPS. Gens que nous, on ne connaît pas. Nous qui avons été au bureau rapide, à Cérépro, les bureaux d'études de l'UDPS, nous ne connaissons pas toute cette meute qui encercle le président de la République. Et qui les a amenés là-bas? C'est Tosa Obika. Tosa Obika, c'est quelle idéologie? Ça vient d'où? C'est une antivaleur. Maître Richard Bondo,
L'ancien président Kabila, non, je préfère plutôt donner la parole à... Ah oui, il ne faut pas que je monopolise l'émission. Voilà. Merci, merci. L'ancien président parle d'un recul démocratique majeur. Il dit que le régime actuel a muselé toute forme d'opposition politique. Il y a intimidation, arrestation arbitraire, exécution sommaire et extrajudiciaire, exil forcé des politiciens, journalistes et leaders d'opinion, y compris des responsables religieux, sont devenus des traits caractéristiques de la gouvernance du président Tshisekedi. Votre réaction? Oui, moi je dis, nul ne peut interdire à Joseph Kabila de réfléchir aussi. Est-il cohérent dans ce qu'il dit? Oui, mais comment? Qu'est-ce que vous appelez cohérence? Il est cohérent dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit et la réalité sur le terrain. Non, la réalité sur le terrain, il y a des éléments qui rencontrent ce qu'il dit. Je vais vous démontrer une histoire. Vous avez déjà connu, depuis que vous avez été responsable, bien réfléchi, une réflexion de faux bruit qui vient de naître avec ce régime, où nous avons eu des responsables politiques à Makala autant d'années, et dont chaque juge ou magistrat donne une signification qui le fait plaisir. Le faux bruit. Le temps de Kabila, nous avons eu outrage au chef de l'État, où nous avons, moi, j'étais déjà arrêté, outrage au chef de l'État, puisque on a fondé un article qui n'était pas le mien. Cette fois-ci, c'est l'outrage, c'est le faux bruit, qui devient maintenant une source de muselage des opposants. Alors, vous trouvez... Non, excusez, moi je dois te dire vrai, qu'il y a des éléments, il y a des indices réellement de muselage des opposants. Il y a des indices. Comme quel indice? Mais je te donne un exemple aujourd'hui. Il y a des déclarations politiques et dénuées de tout fait intentionnel qui causeraient tort à autrui, puisque c'est en politique que je parle. Je fais une communication politique. Du reste, je me dis, je suis opposant. Un opposant n'attendait pas de moi que je vous dise non, monsieur, vous avez bien fait. Ça veut dire que tout ce qui sortira de mon discours d'opposant, c'est de dire qu'il n'a pas bien fait. Et si vous me votez de voix demain, c'est moi qui ferai le mieux. Donc l'opposition se limite à tout balayer d'un coup de la main. C'est ça l'opposition. Non. Vous ne reconnaissez jamais que le président, par exemple... Non. Je te donne d'abord le concept dans son sens générique. Il ne faut pas attendre de l'opposition l'applaudissement du comportement de celui qui est au pouvoir aussi longtemps qu'il est opposant. Ça, c'est d'abord le principe. Des deux, le président considère l'opposition comme la police de sa gestion. Parce que les critiques qu'on lui apporte, les efforts, les déclarations que font l'opposition le donne pour que le président s'en serve. Mais si le président se sert d'une idée en disant, bon, au lieu que je donne le permis de conduire sans identification des Congolais, puisque ça constitue aussi une pièce d'identification, qu'est-ce que je dois faire? Je dois procéder à une telle procédure. L'opposition se lève et dit non, la procédure engagée pour l'octroi de permis n'est pas propice, n'est pas bien, puisque nous sommes en train de crier de l'infiltration au pays. Et que devons-nous? Commençons d'abord par des petits éléments. Gérons d'abord ces petits problèmes. Et si le président dit oui, mais celui-là, il a raison. Il intime un ordre. Non, arrêtez, faites ceci, faites ceci. L'opposition dira que le président n'a pas fait. Mais quand l'opposition verse dans les insultes, non, s'il vous plaît. Oui. Moi, je suis président ou je suis un représentant quelque part. Mais un adepte ou un fidèle, un administré de mon coin me dit, mais le président, tu exagères. Nous ne voyons rien. Il n'y a que de cris de détournement de milliards d'argent. Quand quelqu'un dit le président est une menace pour la survie de la nation. Ce n'est pas une insulte, en fait. C'est à lui de nous expliquer en quoi le président peut constituer une menace. C'est ce que je dis. Il faudrait aller au fond de chaque déclaration politique qui sort. Il y a un soubassement. Il y a un soubassement. Donc, les déclarations politiques ne sont pas comme des déclarations de science où le laboratoire a déjà donné que tu as des verres, on donne tel vermox. Non. Ils sont apparemment violentes, mais il y a des fonds, il y a des soubassements qu'il faut vérifier. Le président constitue une menace pour la République. Mais demandez-lui, en quoi le président constitue une menace pour la République? Mais il dit encore que l'endettement du pays qui avait été maîtrisé en 2010 a de nouveau explosé. Est-ce que ce n'est pas connu? Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous, dans vos investigations, c'est que M. Kabila a dit, est-ce que c'est faux? Nous ne sommes pas dans l'endettement aujourd'hui, qui a explosé en réalité? Ah non, mais soyons sérieux. Ce sont des choses qui, même ceux qui sont, même mon grand frère qui est en face de moi, c'est que nous sommes sérieusement endettés maintenant, par rapport à l'endettement qu'il y a eu en 2010, et jusqu'en 2015.
Aujourd'hui, le pays est suffisamment endetté. Comment vous voulez que l'on fasse plaisir à cela? Le pays nous appartient. Même le président Tshisekedi ne va pas permettre à tout le monde d'applaudir, même là où il ne faut pas applaudir. Quelqu'un qui vole et le président nous voit nous en train d'applaudir un voleur. Même lui va nous trouver, nous ne sommes pas intelligents. Mais là où les bas blessent, c'est là où l'ancien président dit que, contrairement, il dit ceci, cependant, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite pas aux actions incontrôlées du M23, présentées à tort comme un groupe anarchiste, un proxy d'un État étranger sans revendication légitime, ni à un simple désaccord entre la RDC et le Rwanda. Mais qu'est-ce que ça, c'est la phrase... Mais ça ne se limite pas... Non, écoutez-moi. Moi, j'aimerais que nous puissions... Non, nous voudrions comprendre la philosophie de cette phrase. Moi, j'ai lu qu'on ne se limite pas simplement dans cette déclaration de croire que ces gens-là sont des terroristes et qu'ils n'ont pas de revendications à tenir en compte. Puisque moi, j'avais dit ceci. Faisons même une prière comme Abraham le faisait. S'il vous plaît, faisons une prière comme Abraham faisait avant que Dieu ne puisse brûler Sodome et Gomorrhe. Il dit, mais Seigneur, si en Sodome tu trouves 2, allez-vous brûler? L'Éternel lui dit quoi? Non. Si vous trouvez, pourquoi? Puisqu'il savait que là-bas, il y avait le sien qui était à Sodome. Peu importe que ce n'était pas son pays d'origine, mais il y a quand même mon neveu. S'il y a 2 Congolais qui sont de ce coin-là, ne sont-ils pas utiles pour être entendus? C'est là ce que cela veut dire. Des revendications. Non. Tuer, c'est la guerre, mon cher ami. Mais moi, je ne voudrais pas que vous... S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Oui. Le président Tshisekedi n'a jamais fait la guerre. Et c'est la chance que l'UDPS aujourd'hui puisse prétendre que nous n'avons peut-être pas. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu que l'UDPS est en rébellion. Mais il fait ses revendications de rébellion contre les régimes en place de l'époque où il faisait l'opposition. Mais le problème, c'est lequel? La guerre n'a pas un autre effet à part la mort, la souffrance et la destruction. Dites-moi, où est-ce qu'il y a une guerre qui est en paix? Nous sommes en guerre, mais on est en paix. Personne ne meurt. Puisqu'aujourd'hui, je dis bien, si nous voulons inévitablement récupérer les 2 provinces, nous serons dans la théorie de dire, voilà, un assassin est dans une maison avec ma mère, mon père, mes enfants, ma femme. On me dit, écoutez, prends l'arme, bombarde cette maison. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donc, pour avoir cet assassin, nous devons bombarder la maison. Mais tu te rends compte que dans cette maison-là, il a pris ta mère, il a pris ton père, ta femme et les enfants, il est avec eux. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est pour vous dire que ça demande de la stratégie en termes d'un casus que nous devons résoudre. Si l'armée congolaise gouvernementale récupère Bukavu aujourd'hui, cette armée n'aura confiance à aucun civil qui a vécu 1 mois avec la rébellion. Nous avons vécu avec la rébellion des Adolphe Onusumba et le reste. Ou du côté rébellion, on n'a pas confiance en nous, on nous tue. Nous quittons, nous fouillons pour venir vers Kananga à pied. Vous arrivez à Ndemba, là où le gouvernement a mis comme la dernière barrière. Nous étions sérieusement tués, nous qui venons du Sankuru. Mais je vous l'ai dit, puisqu'ils n'avaient plus confiance en nous. Ils n'avaient plus confiance en nous. Moi, je sortais du séminaire, on me dit non, voilà, c'est un militaire. On me lit. Heureusement que j'avais mes cartes, j'avais mon adresse de Kinshasa était connue. On a appelé pour savoir si réellement j'allais étudier là-bas. Et c'est pourquoi nous avons été sauvés. C'est-à-dire que le problème de la guerre, c'est le problème de la mort, des soucis, de la souffrance. Vous êtes d'accord totalement avec ce que le président Kabila a dit? Allons-y, écoutez, prenez comme si ce n'est pas Kabila qui a écrit, si c'était un blanc qui a écrit, il n'y aurait pas un problème. Non, ce n'est pas question de blanc. Parce qu'il y aurait une philosophie de réflexion. Non, il y aurait une philosophie dans ce contenu ici. Pourquoi? Pour dire que ne nous contentons pas simplement à cela, mais analysons les revendications qui y sont. Puisqu'il en avait analysé à son temps en 2012. Est-ce qu'il y a eu brassage en 2015? Est-ce qu'il y a eu en 2016? Jusqu'à son pouvoir, il avait brassé ces gens. Mais quand même, on a reçu la calmie. C'est ce que le craint le chef de l'État. Non, le problème, c'est que ce n'est pas la négociation qu'il craint. Le président doit nous dire si le cahier de négociation n'est pas bien ficelé, comme l'a dit mon vieux ici, prendre de stratèges pour lui mettre un cahier cohérent. C'est la voie. Mais négocier même avec l'ennemi pour l'intérêt de la paix de son pays, il peut approcher l'ennemi. Pour lui dire, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux que tu me donnes la casserole qu'on te prépare du foufou. Écoute, les casseroles là, il ne reste que 2.
Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, durant 2 mois, on commencera à manger le foufou, nous deux. Comme tu prépares, tu veux seulement ce foufou. Laisse-moi en paix. En attendant que je vous trouve votre propre casserole. Merci bien. Vous prêchez le dialogue alors avec... Non, moi je ne suis pas pour le sang parce que je connais comment ça coûte. Merci. Nous pleurons 800 quelque chose de personnes qu'on vient de... Regardez-moi un enfant, un bébé. C'est une vidéo que je ne veux jamais voir. Un bébé qui est tué de façon horrible à l'hôpital. Sauvage à l'hôpital. Et nous, quand nous disons qu'on ne veut pas négocier, est-ce qu'on est humain? Prenons que cette guerre-là était ici au Sankourou, au Grand Kassaï, chez nous ici. On négocierait le matin. Il ne faudrait pas qu'on fasse de plaisir quand ça brûle chez autrui. Ça fait très mal quand vous arrivez à l'Est. Moi qui te parle, non maître, excusez-moi, parce que moi je ne veux pas de gens qui veulent aller dans l'extrémisme et de dire allons en guerre. Non, la guerre elle est bonne quand il s'agit d'une théorie. Mais dans la pratique, la guerre c'est une autre. Allons-nous accepter maintenant d'aller en guerre contre les rebelles qui sont là ou les agresseurs, les repousser à partir de Bukavu jusqu'à Bunagana? Nous ferons combien d'années? Pas moins de 3 mois, prenons même 3 mois. Chaque ville peut prendre 1 mois, 1 mois, 1 mois, jusqu'à l'infini. Et on va tuer encore combien de personnes au retour? Non. Et même quand ils veulent les déloger, Bukavu, ils vont vous laisser avec ces gens? Ne vont-ils pas encore nous tuer? Et vous-même, quand vous arrivez, allez-vous nous donner confiance? Non. L'analyse, elle est biaisée à tel point que la mort, il faut coûte que coûte qu'on l'évite. Merci bien, Maître Armand Okeka. Alors, Maître Bondo, Maître Richard Bondo, on est en train de finir votre avant-dernière prise de parole, s'il vous plaît. Votre lecture de ce message de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Vous savez, je suis indigné d'entendre l'excuse absolutoire favorable à Kabila de la part de mon estimé confrère. Une excuse absolutoire. Lorsqu'on a massacré nos enfants, on a violé nos mamans, on tue nos parents, nos frères, nos cousins. Et Kabila dit que ce comportement du M23 est légitime. Lui qui les avait traités en 2000, je crois 14, de terroristes avec lesquels il ne pouvait négocier. Aujourd'hui, les terroristes du Rwanda, les terroristes M23 là, qui sont des terroristes purement rwandais, avec quelques infiltrés congolais dedans. C'est-à-dire une communauté de moutons congolais. Et l'expression communauté de moutons ne vient pas de moi. C'est le savant Albert Einstein qui le dit dans son livre « Comment je vois le monde ». Et dans ce livre-là, c'est un aphorisme qu'il adresse à un autre génie, un savant, d'origine belge mais américain, Léo Backland. Il lui dit, on ne peut véritablement appartenir à une communauté de moutons que si l'on est soi-même mouton. Kabila, ancien président de la République, soumis au devoir de réserve, article 5 de la loi ici, promulguée par lui le 26 août 2000, le 26 juillet, je crois, le 26 juillet 2018. À l'article 5 de cette loi, sur les anciens présidents de la République élus, Kabila a un devoir de réserve, un devoir de dignité, un devoir de patriotisme et de loyauté à la nation congolaise, aux institutions et au peuple. On l'accuse d'être derrière ce qui se passe là-bas. Mais Kabila vient de faire un aveu irrévocable et indivisible, au terme duquel il s'affiche le géniteur et le commanditaire du M23. Mais il dit que oui, tout a commencé au moment où le président Tshisekedi a déchiré l'accord
qui sous-tendait une nouvelle dispensation politique précédée par un passage de pouvoir politique pacifique entre lui et son successeur. Non, moi, marqué par un accord. Moi, je suis... C'est par là que quand vous êtes journaliste, vous êtes l'historien du quotidien. Quand Kabila refuse, s'accorde plus, ce que nous avons appelé le glissement. 2 ans. La passation pacifique, ce n'est pas l'œuvre de Kabila. C'est Trump. La femme là, elle est... Niki, elle est venue à Kingakati. Il a dit à Kabila, fais très attention. Et Trump lui dit, nonobstant les gesticulations de Kagame, laisse la Cour constitutionnelle publier les résultats définitifs. Nous avons les services d'intelligence qui nous ont fait le rapport que les résultats des élections donnent comme vainqueur Félix Antoine Tshisekedi. Il faut le proclamer. Bien que la CENCO avait donné la CENCO, les rapports de la CENCO, de la mission d'observation. Non. Là, c'est les kagamologues dit. Il faut arrêter ça. Ça, c'est les... Non, les kagamolâtres. Eux, c'est des kagamolâtres. C'est eux qui étaient dans le schéma de dire la Cour constitutionnelle, il faut attendre Kagame qui arrive pour proclamer les résultats. Mais Kabila avait eu de la chaleur dans son corps. Insufflé par Trump avec Nikki Haley. Et c'est comme ça que, finalement, il a été astreint au devoir de la vérité des urnes. Parce qu'il voulait dénaturer les résultats et proclamer Chadari. Et comme les États-Unis, avec Trump, que je respecte beaucoup parce que ce monsieur semble attaché à la vérité, dans son comportement, dans son agir. Et c'est pour cela que Kabila, la passation pacifique dont il parle, c'est pas de son bon gré. C'était à son corps défendant, parce qu'on allait le prendre. Les marines étaient ici, à Brazzaville et au large du Gabon. Et ça, nous le savons, vous le savez, vous êtes journaliste. Le confrère le sait. Donc, Kabila ne peut pas mentir au peuple. Parce que nous le connaissons. D'abord, c'est l'imposture du siècle, l'imposture politique du siècle, car on a vu un Rwandais, petit peuple, devenir chez nous président de la République sur l'étendue de 2 345 410 km². Kabila, c'est un Rwandais. Joseph Kabila est un Rwandais. Mais Honoré Ngwanda, paix à son âme. Ce genre de débat, moi, personnellement, s'il y a des choses de genre de nationalité, c'est un débat qui ne peut pas sortir de la bouche de Maître Bondo. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, la mutation du monde est en train d'aller au-delà de ces considérations de nationalisme. Il donne ses sources. Vous comprenez? Non, puisque le problème, c'est lequel? Aujourd'hui, l'UDPS n'a cessé de chanter sur les caractères étrangers de Kabila. Mais ils n'ont jamais brandi un seul document. Ils ont déjà tous les éléments de pouvoir. Le problème, c'est que c'est insulter tout un pays en disant que Kabila est un Rwandais, c'est une insulte contre toute une république. Comment ça? Comment ça? Écoutez, je vais vous expliquer. Kabila était militaire. Il a pris les armes au Congo. Il a été général dans ce pays. Il a eu, je mets en parenthèse, celui que lui ne reconnaît pas comme son père, qui est décédé, et le Congo a fait 48 heures ou 24 heures sans président quand Mouzé est décédé. 24 heures, il n'y avait pas un président de la République qui s'est proclamé. Et nous avons vécu tout ça. Vous étiez là, Maître Bondo. Oui, je reconnais. Les plus forts que vous et moi étaient là. Oui. Ils ont entendu Kabila, pas en qualité de Rwandais, en qualité du fils
du président de la République. Qui avait décidé qu'il devait... Qui avait décidé? C'est venu d'Europe, confrère. Vous n'avez pas suivi le Belge qui a déclaré, le député belge qui a déclaré que si ce dire ici était venu d'un blanc, si ce dire de Kabila était le dire d'un blanc, mon cher ami, il n'y aurait pas un débat. Mais comme ce dire et les contenus qui sont dans ce discours ici, ces petits articles ici, viennent de la personne de Kabila, qui n'est indésirable pour beaucoup d'entre Congolais, et plus surtout ceux qui sont au pouvoir, ça devient un discours unique. Malheureusement, il fallait le prendre dans une philosophie politique. Vous comprendrez que même s'il n'avait pas été président honoraire, il avait le droit de réfléchir. Ah, vous pouvez, vous là, confrère, non, excusez-moi. Vous pouvez, sur ce plateau, dire que les massacres de Goma, le comportement du M23 il n'a pas parlé sont légitimes. Le massacre n'est pas le comportement. Légitimes. Le massacre, c'est un effet d'un comportement. Oui. Le comportement principal à retenir dans une réunion, c'est la revendication. Qu'est-ce qui a fait que je ne puisse pas manger ce soir chez moi? C'est peut-être c'est mal passé. La fin qui viendra après que j'ai refusé, ça devient une conséquence de ma décision qui constitue une partie de mon comportement. Donc le comportement n'est pas la tuerie. Le comportement que Kabila demande, qu'on ne se limite pas simplement à cela, mais réfléchissons au-delà de ce qui est en train d'être dit. Quand Kabila légitime... Ce n'est pas qu'il légitime la mort. Il légitime le M23. Pourquoi vous voulez faire interpréter? Non, il n'a pas légitimé la mort dans son discours. Il légitime. Il n'a pas légitimé. Et puis moi je dis... Et puis, vous avez le pouvoir aujourd'hui. Vous avez le pouvoir aujourd'hui, maître Bondo. Vous ne pouvez pas nous aider, nous le peuple congolais, de nous amener l'acte de naissance de Kabila. Puisque le seul titre que nous pouvons aujourd'hui vous croire sur l'origine de Kabila, en fait que vous cessez de nous insulter, nous le peuple congolais, qui avons accepté plus de 18 ans un étranger nous gouverner, c'est une insulte. La preuve qui doit la porter, c'est Kabila. Mais c'est vous. Non, écoutez-moi. Mais c'est vous. Non, les enfants de Mzé. C'est lui qui allègue le fait. Ibrahim Kabila. Non, l'enfant de Mzé. L'enfant de Mzé a dit sur... Il a défilé RTNC, toutes les chaînes ici. Confrère, écoutez-moi, je termine. Il dit... Je voudrais qu'on fasse l'ADN. Kabila n'a pas cédé. Maître Bondo. Il y a même un certain Mugalu qui a fui. Il est en Tanzanie aujourd'hui. Maître Bondo. Pasteur de son État. Il ne reconnaissait pas en Ibrahim Kabila l'enfant de Mzé. Je suis très mal placé à faire la défense il reconnaissait de Kabila, le fils d'Adrien Kanambe comme fils de Kabila Laurent. Ça, c'est des Congolais fragiles. Vous me tirez à ce débat, mais je suis très mal placé de le faire. Oui, vous êtes mal placé parce que vous n'avez pas la maîtrise de l'histoire. Celui qui allègue le fait, c'est celui qui doit le prouver. Non, c'est... Celui qui allègue, c'est celui qui doit le prouver. Ce n'est pas d'aujourd'hui que cette politique-là est implantée. Si moi, ton jeune frère est avocat aujourd'hui, même dans ma propre famille biologique, on me contexte que ma mère est venue avec moi. Quelle plus forte raison, chef de l'État, président Kabila? Ces conflits existent partout dans nos familles. J'ai des clients, et vous avez déjà eu des clients dont les enfants sont contestés. Oui, alors pourquoi vous allez trouver que non, c'est seulement dans la famille de Kabila que la contestation sur le lien familial soit un sujet de nationalité? Ngwanda Zambouatumba, c'était un barbouze de haut niveau. De toutes les façons, et Mobutu l'a envoyé négocier avec Kabila Laurent. J'aimerais que ce discours de Kabila soit un jour un sujet de débat de première phrase à la dernière phrase. Lequel? Le discours là. Puisqu'on est en train de faire avaler aux gens des choses que Kabila n'a pas dit. Merci bien, on y reviendra certainement prochainement. Je vous découvre aujourd'hui. Non, maître, je l'ai lu et relu, c'est lui qui m'avait envoyé d'ailleurs. Moi je dis, c'est lui qui m'avait envoyé, je n'ai jamais eu ça. Mais j'ai lu et relu, j'ai même changé ce discours dans un autre style pour mieux le comprendre. Il n'y a aucun mal dans ce cas. Mais, papa, le mal, il est à quel niveau? Ce sont des constats qu'un opposant fait à l'égard du pouvoir en place. Le mal, il est à quel niveau? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kabila est opposant. Portez-vous bien. Mais il a manqué au devoir.